Hello les amis, nous sommes le jeudi 23 juillet 2020. Comme vous le savez, je combats la presse mainstream, hein, c'est pour ça qu'il y a mon logo tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes habitué à avoir un Google Actualité. Quand vous cliquez dessus, quand il y a un événement important, et ben c'est tous les mêmes qui arrivent. C'est-à-dire les mêmes titres arrivent avec quelques virgules à part. Donc on l'a vu pendant cette crise et ainsi de suite. Mais comme souvent je vous en parle sur ma chaîne, il y a un média qui est, enfin deux médias on va dire, en radio, Olivier Berkoff sur Sud Radio, et puis surtout je vous parle de François. François qui nous a fait des articles extraordinaires, des enquêtes extraordinaires pendant cette épidémie. Et donc, je suis heureux d'inviter son rédacteur en chef, Xavier Azelbert, sur ma chaîne parce qu'il y a un nouveau modèle qui commence à se construire. On a vu aussi pendant cette épidémie, Microsoft annoncer que il remplaçait ses journalistes pour les rattacher à MSN et Edge. Hein. Donc, ils ont licencié des dizaines de journalistes qui sont remplacés donc par de l'intelligence artificielle. Finalement, ils ont raison. À quoi ça sert? Puisqu'ils répètent tous la même chose. Donc, on va voir le nouveau modèle de François et comment il fonctionne. Bonsoir, Xavier. Bonsoir Silvano, merci de m'accueillir. Mais tout le plaisir est pour moi. Alors, Xavier, comment ça marche, François? Parce qu'on voit, François, c'est un journal emblématique hein, qui est né en 1944, qui a battu les records en France, je pense, de tirage. Il a été, je crois, le premier journal à 1 million d'exemplaires. Il y a eu des tirages à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Ensuite, petit à petit, il y a la concurrence qui est arrivée, de la radio, de la presse, maintenant des journaux en continu, le journal est un petit peu dépassé. C'est vrai qu'il faut un petit peu repenser la forme des journaux papier. Donc, vous êtes passé au tout numérique avec quelque chose d'assez extraordinaire. Et vous n'avez pas d'abonnement, quoi. Tout à fait. Donc, on n'a pas d'abonnement et on essaye d'éviter d'avoir un abonnement pour les lecteurs pour offrir une presse indépendante, d'abord, c'est-à-dire indépendant de toute influence que l'on peut avoir et en offrant un journal sans abonnement. Comme ça, l'information peut circuler librement. Donc, on a un modèle qui est basé à la fois sur de la publicité, donc, sur lequel on vend l'espace publicitaire, et en même temps, on est en train de développer des activités divertitielles telles que ce qu'on a lancé, qui s'appelle le challenge de l'expert de François, qui nous permet d'avoir d'autres sources de financement, mais toujours liées à la publication d'articles. Alors, on va y revenir à votre challenge parce qu'il est vraiment quand même très intéressant puisqu'on peut gagner une maison, c'est pas rien. Comment, pendant cette épidémie, vous avez réussi à traiter des dossiers de fond aussi impressionnants que vous avez fait? Écoutez, pour l'évaluation, merci. Je ne sais pas si jamais tout le monde partage cette opinion de l'évaluation, mais en tout cas, le principe de François, quand on l'a relancé totalement en numérique, c'était de s'appuyer sur le principe du collectif et de la puissance du collectif et de la puissance de l'analyse collective. D'ailleurs, à tel point que la société qui détenait François, à un moment, s'appelait Mutualise, du concept de la mutualisation, et le collectif, c'est une mutualisation qui était important à mes yeux, parce que l'information circule tellement vite qu'il faut arriver à tout d'abord l'analyser et en même temps la compléter, parce que l'information elle a besoin d'être complétée. Et la crise du Covid a amené d'abord à donner du temps aux lecteurs qui se sont intéressés à l'information, et a surtout amené un brouhaha et une prolifération d'informations, parce que d'abord, au début, on ne savait pas. En fait, on ne savait pas ce que c'était que cette maladie, on ne savait pas toute une série de choses, et donc les gens se sont intéressés. Et chacun est devenu un petit peu un expert de son côté, où il puisait des informations dans les journaux traditionnels, dans les amis. Et en même temps, comme on avait des individus
fortement qualifiés, qui avaient du temps, parce que le confinement a donné du temps, eh bien, les gens se sont posés des questions. Et on a décidé de capitaliser, puisque c'était quand même dans notre modèle, sur ce temps, puisque des gens nous ont posé des questions et ont proposé qu'on mette leurs compétences et leur temps au service du collectif et de l'information. Donc, on a monté ce collectif citoyen qui permet, sur des sujets bien spécifiques, que ce soit l'analyse financière d'une société comme Gilead, ou que ce soit des études comme on en a vu, de donner leur point de vue très vite, c'est-à-dire de créer comme si on avait une revue à comité de lecture, et là on a un comité de lecteurs plutôt qu'un comité d'experts, et ce sont eux-mêmes des experts, et ce comité d'experts est capable de donner son opinion très vite. Donc, si je prends l'exemple de l'étude du Lancet, qui est parue le 22 mai, dans un espace-temps de quelques heures, on savait que cette étude était viciée. C'est le terme qu'on a utilisé, et elle était viciée parce qu'il y avait une vingtaine de personnes qui avaient regardé et chacun avait trouvé, en fonction de son expertise propre, alors que ce soit parce qu'on est un statisticien ou un financier ou un médecin ou un biologiste ou un informaticien, chacun avait trouvé des petits angles qui avaient un problème et qui donnaient un problème dans le cadre de cette étude. Et du coup, on a créé un questionnaire et j'ai dû interviewer M. Mera, qui était un des auteurs principaux de cette étude. Donc, j'ai interviewé cette personne en lui posant des questions bien spécifiques qui avaient été créées de manière collective. Donc, j'étais juste on va dire le porte-parole, l'intervieweur de cette personne. Et à la fin, on a publié le lendemain son article, après avoir fait valider cet article en disant c'est la fin de l'hydroxychloroquine, mais 3 petits points de suspension, parce que autant il pouvait être persuadé, et il était persuadé de ce qu'il disait, autant nous n'étions pas autant persuadés que lui, pour des raisons diverses et variées, d'origine de données, de stabilité de la société, d'analyse statistique, et on avait publié tous ces éléments-là. Donc le collectif amène une puissance qui est non négligeable d'analyse, mais elle amène aussi un autre élément qui s'appelle l'indépendance, parce qu'aucun de ces personnes n'est rémunéré au travers de tout ça. Ce n'est pas qu'on ne veuille pas payer quelqu'un, mais le principe de l'indépendance ici, c'est que chacun agit pour le collectif et dans l'intérêt général. Donc, en fait, se donner son temps, c'est un peu comme dans le cadre d'une association, on donne de son temps et on ne retire pas forcément un bénéfice autre que le bénéfice du collectif. Voilà. Et c'est ça l'importance. Et ça ne s'est pas passé qu'une seule fois, ça s'est passé plusieurs fois, puisqu'on a fait des articles sur le remdesivir, Gilead, et chaque fois, on essaye d'influencer, d'analyser et de rester le plus objectif possible avec les moyens dont on dispose, qui sont quand même significatifs, puisque en moyenne, le collectif a 30 personnes qui sont permanentes là-dessus, et on est monté jusqu'à 500 ou 600 personnes qui ont contribué de tout horizon. Voilà. Oui, mais c'est extraordinaire parce qu'en plus, je crois que vous avez été un des rares, sinon le seul, à avoir interviewé le professeur Mera. Alors, je pense qu'on a été le premier. Je ne sais pas si on a été le rare parce que j'ai vu des bribes de commentaires de sa part. D'ailleurs, je lui ai parlé 2 fois, puisque même quand l'étude a été retirée, je lui ai reparlé encore, je lui ai envoyé un petit message. Et donc, je suis toujours en contact avec lui. Voilà. Ouais, parce que vous avez raison, parce que quand cette étude elle est sortie, bon, elle était déjà très complexe. Mais bon, déjà, il y avait des. Moi, j'étais impressionné par le nombre de patients, 96 000 sur l'ensemble des continents de la Terre. Mais comment un journaliste peut analyser ça? C'est juste impossible. Il n'a aucune formation biologique, scientifique, infectiologie. Il n'a pas l'habitude de ces genres d'études en préprint. En plus, tout était en anglais. Même si tous les journalistes, je pense, parlent anglais, mais c'est des termes quand même scientifiques, pas simples à comprendre. Et puis ensuite, nous avons aussi tous les gouvernements du monde qui sont tombés rapidement ont profité de cette étude pour quand même prendre des décisions extrêmement importantes et qui ont fait beaucoup de mal, qui ont causé beaucoup de morts, je pense, puisqu'ils ont interdit de suite l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Alors, je serai un petit peu plus pondéré dans les propos. Je pense que d'abord, quand on a une étude viciée de cet acabit,
et qu'elle est publiée par un professeur de Harvard avec 96 000 données dans une revue aussi prestigieuse que The Lancet. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des raccourcis, c'est-à-dire qui font confiance. Et on est dans le monde médical et les médecins ont tendance à se faire confiance entre eux. Donc, en plus, on a un médecin de Harvard, une grande publication qui donne. Et donc, en apparence, d'accord, ça donne l'impression que, que c'est solide. Voilà. Un petit peu comme les médias sont tombés dans le panneau avec Dupont de Ligonnès parce qu'il y avait une source d'information qui était, alors je ne me souviens plus exactement si c'était la police ou quelqu'un de proche, mais une source qui était suffisamment solide pour qu'elle soit crédible. Et donc ici, ça donne une image de crédibilité. Je considère que les gouvernements ont quelque part été victimes, ont été trompés. En fait, on a été tous trompés, y compris l'OMS, mais on aurait peut-être dû avoir un devoir de réserve et être un peu plus réservé, faire nos analyses propres. Et c'est ce que l'on a fait. En fait, nous, on s'est posé la question, waouh. Et très vite, on s'est dit, et si ce n'était pas vrai. Et en même temps, on s'est posé la question au niveau des analyses. Et chacune des petites analyses qu'on a conduites nous ont amené à la conclusion qu'il y avait des vrais problèmes dans cette étude. Ce qui est assez intéressant, c'est quand il y a une personne qui peut se poser la question, c'est-à-dire un journaliste unique qui peut se poser la question, ça va lui prendre du temps, il va faire appel à un expert. Tandis que là, nous avions un panel d'individus qui ont tous regardé chacun de leur côté et sont arrivés à une conclusion, ouais, il y a un vrai problème. Donc, quand il y a une personne qui se pose la question, on va dire, il peut être biaisé. Quand il commence à y avoir 20 personnes ou 30 personnes qui se posent des questions, et toutes de manière quasiment simultanée, eh bien, on peut commencer à se dire, waouh, il y a l'effet collectif qui joue et qui joue à l'inverse de l'aveuglement qu'on peut avoir par la publication d'un nom aussi prestigieux que The Lancet. Et quand j'interviewe le professeur Mera, c'est dans cette optique. On a un côté euh, questionnant, c'est-à-dire qu'on a posé des questions pour vraiment comprendre, d'abord si jamais on se faisait des fausses idées, et nous a amené les réponses au fur et à mesure qui confortaient le fait que cet individu avait fait des analyses sur des données qu'il n'avait jamais vues, avait fait des analyses, c'était pas lui qui avait conduit lui-même des analyses, il n'avait jamais vu les patients, et donc on s'est retrouvé en face de quelqu'un qui était lui-même victime probablement d'une interprétation et de ces données. Donc dans une chaîne comme ça, on s'est rassuré qu'il y avait un problème, autant dans l'utilisation des techniques que dans les conclusions. Ça ne matchait pas. Donc voilà, de suite, on a titré et après, on a conduit 2 analyses sur la société qui avait collecté les données. On s'est aperçu que cette société était quasiment inexistante. Alors bien sûr, à ce moment-là, il y avait plein d'autres personnes sur le net, puisqu'on avait publié notre interview, qui se sont posé des questions et le collectif qui a été démultiplié, puisque c'est plus 20 personnes, 30 personnes, c'est des milliers de personnes qui sont intervenues, des chercheurs, d'autres médias, et bien la balle était tirée et il suffisait juste d'attendre que cette étude soit retirée au fur et à mesure. Et je pense que le temps a fait son travail et l'étude a été retirée. Il y a eu d'autres études comme ça sur lesquelles on a travaillé. On a aussi travaillé sur Recovery. On a fait une interview de Recovery d'une personne qui nous a dit voilà, on donne une certaine quantité d'hydroxychloroquine qui nous a paru excessive. Et donc, c'est pour ça qu'on a cherché à l'interviewer, M. Landré, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un fact-checking dans le cadre de l'IB, où on nous a dit qu'on avait mal compris. Et puis après, on a démenti qu'on avait mal compris en donnant les faits réels, puisque la manière dont on travaille, c'est que quand on interviewe quelqu'un, on fait valider l'interview par cette personne, même si on n'a pas à le faire. Mais par principe de déontologie, on se tient à cette approche-là. Néanmoins, les faits sont là. Vous avez eu raison surtout, comme nous, sur le net, les complotistes, soi-disant. Et par contre, les autres, ils ont eu raison sur rien. Et le gouvernement n'a pas retiré l'interdiction d'hydroxychloroquine de suite, parce qu'il l'a fait à peine depuis le 10 juillet, et encore pour les malades qui sont atteints de maladies comme la polyarthrite rhumatoïde
et non pas pour le Covid-19. Donc, il faut quand même qu'on se pose des questions graves sur ce qui se passe au niveau mondial, puisque là maintenant on voit des pays qui réintroduisent l'hydroxychloroquine et dont et ils s'aperçoivent qu'ils se sont fait complètement blouser. Donc moi quand même la question que je me pose, c'est que certains ont vu que cette étude était fallacieuse très rapidement. Moi très rapidement ça a été déjà sur je lisais des articles sur les Anglais qu'ils avaient du mal à trouver des patients malades pour tester des vaccins. L'autre, il nous en sort du jour au lendemain 96 000 personnes sur les 6 continents. De plus, avec des taux de mortalité mais aberrants. Alors ça voulait dire que si l'étude était vraie, ça voulait dire que Perron, Raoult et 53% des médecins dans le monde, selon Sermo, étaient des véritables menteurs, ce que je ne pense pas, quoi. Alors, moi, encore une fois, on va essayer de se cantonner aux faits. Un des faits principaux de cette étude, qui a été caractérisé par un ratio qui était le ratio entre le taux de décès lié à l'hydroxychloroquine et le taux de décès lié au traitement standard, qui était de 1,31. Ce ratio a été pris très au sérieux par beaucoup de gouvernements. Et donc, ça a affecté effectivement, ça a interrogé beaucoup de gouvernements sur la toxicité de cette molécule. Alors, une étude viciée a eu énormément d'impact. Après, elle a eu d'impact en France, elle a eu d'impact aux États-Unis. Tous les gouvernements ont plus ou moins suivi les consignes de l'OMS, parce que l'OMS a suspendu dans ses essais ces éléments-là de la prescription de l'hydroxychloroquine ou l'usage de l'hydroxychloroquine à titre conservateur. Parce que si cette étude avait été correcte, c'est sûrement la bonne décision. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que quand vous êtes sous influence et que cette étude est fausse, pendant 15 jours, il y a eu 13 jours, le laps de temps entre le 22 mai, la date de publication, et la date de rétractation, il y a eu une grosse incertitude psychologique déjà sur les médecins qui se sont posés des questions en disant waouh, si c'est vrai, c'est énorme, sur les patients et sur les politiques générales. Et donc, on a eu un énorme impact. Aujourd'hui, cet impact, il est difficile à mesurer, mais on a fait une autre étude avec Michel Julien qu'on a publiée il y a 2 jours sur 180 pays où on a pu observer visuellement, graphiquement, en fonction d'un indice qui a été créé par Michel, le NRCFR, on a pu observer les effets, on a essayé de chercher les effets qu'avait eu cette modification de politique générale. Et ces effets, ils sont non négligeables. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, les États ont été aussi victimes de cette fausse publication. Donc, ce sera aux diverses parties de chercher les responsabilités des uns et des autres. Il est certain que les patients, les médecins, on a tous été affectés. Ça ne veut pas dire qu'un traitement est meilleur que l'autre. En tout cas, il est certain que quand on analyse les pays qui ont plus prescrit le protocole Raoult ou la bithérapie, ou qui ont utilisé la thérapie proposée par le professeur Zelenko en rajoutant du zinc. Bon, bref, c'est des thérapies qui sont avec des médicaments qui sont bien connus, ou comme d'autres études, eh bien, on peut observer des diminutions du taux de mortalité ou des augmentations du taux de mortalité quand ils n'ont pas suivi ces politiques. C'est visuel, c'est graphique, ça devient factuel. Nous sommes un média aujourd'hui, on n'est pas des épidémiologistes, même si on a autour de nous, dans notre équipe, des gens qui ont ces formations-là et qui sont capables. Je pense qu'aujourd'hui, ces études et ces données, il faut les donner à des épidémiologistes dont c'est le métier, pour qu'ils en tirent les conséquences et qu'ils puissent on va dire, publier sur ces analyses. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je pense qu'il est correct d'affirmer que cette publication viciée a eu un impact énorme sur la population et sur la santé publique. Et c'est ce que nous écrivons dans notre article. L'objectif est de déclencher un débat sur chacun de ces pays, parce qu'on ne peut pas affirmer que c'est dû à telle thérapie ou telle thérapie, puisqu'on ne connaît pas exactement les détails des stratégies de santé publique dans chacun des pays. Mais on espère bien que la puissance du collectif ici fera qu'on engagera des conversations avec
des gens de Côte d'Ivoire, du Sénégal, des Brésiliens, au vu de ces graphiques, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations à apprendre. Aujourd'hui, on est le 23 juillet. On sait que donc tout était pipoté avec cette société, effectivement, que vous n'avez pas citée, c'était la société Surgisphère. Est-ce que vous savez, vous, si des poursuites judiciaires ont été intentées contre The Lancet, Surgisphère, Dr Mera, parce que c'est quand même grave ce qu'ils ont fait. Alors, je ne sais pas, j'ai essayé de me renseigner. Je n'ai pas vu d'action, mais bon, on est aux États-Unis. Je pense qu'il devra y en avoir, ou tout au moins, il y aura. Si on regarde qu'en France, l'Ordre des médecins s'est saisi de certaines et a voulu écouter certaines personnes parce qu'ils avaient soi-disant dénaturé l'ordre public, il est fort probable qu'aux États-Unis, ça se soit fait de la même manière. Et c'est assez paradoxal parce que j'ai trouvé peu d'informations à ce sujet-là. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que la société Surgisphère, elle a totalement disparu. J'ai essayé de recontacter Satan Desai pour avoir certaines informations sur la manière dont ils avaient procédé pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et il n'y a personne au bataillon, comme on dit. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des procédures, mais j'imagine que oui. C'est des procédures qui sont complexes. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait pas une procédure, ou alors que l'OMS n'ait pas fait un communiqué de presse à ce sujet, parce une étude comme ça, qui a eu autant d'impact sur et l'OMS et sur les pays, je m'attendrais au moins à ce que l'Organisme mondial de la santé émette un avis. Et je suis aussi surpris qu'en France, on n'ait pas plus marqué le coup sur ce point-là. Tout à fait. Et donc, heureusement que vous étiez là pendant cette épidémie, vous, François, et en même temps, avant, bah, vous étiez un journal un petit peu comme tout le monde, hein, vous publiiez un petit peu de publicité. Et pendant vous avez sorti un autre dossier sur une régie publicitaire, NewsGuard. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous pouvez nous raconter un peu? Eh bien, écoutez, alors, oui, alors avec NewsGuard, NewsGuard est une société qui fait, on va dire, du rating de sites d'information et de sites Internet comme bien d'autres, une société américaine, pour essayer d'éviter ce qu'on va appeler la désinformation ou la mésinformation et les fake news. Et cette société, étant donné qu'on a produit certains contenus pendant la période du confinement et de la crise du Covid, qui ne satisfaisaient pas à leurs critères, eh bien, ils nous ont dit qu'on avait qu'on aurait écrit des articles un peu complotistes. Alors, j'ai eu un entretien de 1 heure avec ces personnes-là. Je leur ai donné les réponses à leurs questions et pour leur dire que, écoutez, quand on fait toutes les analyses que l'on fait et qu'on détecte que le Lancet, le 22 mai, est une analyse viciée et que ça prend 14 jours à tout le monde pour s'en apercevoir et pour promulguer cet élément-là, c'est très bien de donner des mauvais points parce qu'on peut se tromper sur un sujet, mais ça serait bien d'en donner des bons points. Et bien sûr, entre la fake news et puis la news qui est basée sur une analyse qui permet justement de trouver une fausse information ailleurs, eh bien, il y a 2 poids, 2 mesures. Et je n'ai pas eu de réponse à ce sujet-là. La seule chose qu'on m'a opposée, c'est écoutez, vous avez écrit un article sur le confinement qui ne correspond pas à ce que l'on peut lire dans une revue comme Nature. Nature est une autre revue comme The Lancet est une très grande publication et très respectueuse. Et je leur ai dit oui, en fait, compte, cette publication a été faite par monsieur Ferguson, qui est l'épidémiologiste statisticien, qui a fourni les prédictions qui ont mené au confinement, qui se sont avérées totalement erronées. Je dis donc, Nature, c'est très bien, j'ai beaucoup de respect pour Nature. Ceci dit, je pense que mon devoir de journaliste, c'est de me poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres impacts. Et j'aurais dit, je pense que vous allez voir de plus en plus de publications qui vont se poser des questions. Et c'est mon devoir de ne pas censurer cette information, au contraire de la donner si jamais je pense qu'elle est correcte. Et on avait suffisamment de preuves, on avait fait suffisamment d'analyses en regardant d'autres pays. Et je pense que là, ils pêchent par excès de confiance ou en se basant eux-mêmes sur d'autres revues
qu'ils considèrent comme étant la norme ou le standard d'information. Et ils ne font pas le travail de journaliste qu'ils devraient faire. Et c'est pour ça qu'il y a un désaccord. Donc leur rating, je trouve, est abusif. Je l'ai écrit, je leur ai répondu. Ils m'ont dit que si jamais ils considéraient que ça serait modifié, qu'ils se trompaient, ben, ils modifieraient. Ils n'ont rien modifié ou des modifications qui ont été faites à la marge. Mais je peux vous donner un exemple, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils avaient essayé de me contacter et je leur ai demandé est-ce que vous avez trouvé mon numéro de téléphone. Ils m'ont dit non, on n'a pas cherché votre numéro de téléphone. Pardon, on l'a cherché, mais on ne l'a pas trouvé. Et quand on regarde dans les papiers qu'ils ont publiés, ils ont publié mon numéro de téléphone. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont sûrement pas lu les papiers qu'ils ont écrits, ce qui est pour une société qui va après émettre une notation sur quelqu'un ou sur une société comme la nôtre, un peu délicat. Toujours est-il que pour dire que j'ai une situation qui est à gérer, c'est que je ne partage pas du tout leur point de vue, que je pense qu'ils font une censure et ils empêchent les journalistes et les journaux de faire leur vrai travail. Et ce n'est pas une incitation à justement créer de l'information, c'est-à-dire pas à l'inventer, mais à la générer, à faire des analyses. C'est une incitation à s'aligner sur un communiqué de presse standard. Et je pense que le journalisme, c'est avant tout de faire une analyse de fond et d'aller jusqu'au bout. Donc, les conséquences pour une société comme la nôtre sont importantes parce que les régies publicitaires utilisent ce genre de notation pour décider s'ils publient des publicités sur notre site ou pas. Et donc, on a été délisté par certaines des régies publicitaires américaines qui, parce qu'on aurait tenu des propos complotistes, ou qui ne sont pas en ligne avec ce qu'ils considèrent, eux, comme étant les propos appropriés. Et je leur ai répondu en leur disant, écoutez, je pense que vous pratiquez de la censure et de la désinformation sélective, et je ne partage pas ce point de vue. Ben voilà, c'est ce que sur ma chaîne j'appelle la police de la pensée unique. Tant qu'on est dans le fil droit du chemin, ben voilà, tout va bien, tu es tout beau, tu es tout propre, on te donne des revenus publicitaires. Et dès qu'on dévie de cette pensée unique, et ben voilà, on tombe chez les complotistes et là, vous n'avez plus rien. Donc vous avez un énorme manque à gagner parce que vous aviez quand même un petit peu de pub sur votre journal numérique. On a un manque à gagner et en fait, tout ce système est un système qui a tendance à se mordre la queue, on va dire, puisque c'est un système qui est complexe, puisque les agences ne veulent plus nous donner, les régies publicitaires ne veulent plus nous donner de publicité. Et tant qu'on ne se conforme pas aux exigences de cette société américaine, eh bien, on ne remonte pas notre rating. Comme je leur ai dit, moi je pense qu'il faut à tout prix que vous considériez que quand on fait du bon travail sur certains dossiers, que vous donniez des bons points. C'est très bien de donner des mauvais points, mais c'est aussi bien de donner des bons points. Je leur ai dit, mais est-ce que vous avez donné des mauvais points aux autres journaux qui ont pris 14 jours à publier avec retard ou faire l'analyse sur The Lancet? Donc là, la réponse est non existante. Donc, la notion d'indépendance dans un média est très importante. Aujourd'hui, François, c'est un journal qui est indépendant. Il y a aussi l'indépendance de ce collectif citoyen sur lequel on m'a posé pas mal de questions sur le fait que c'est anonyme. Je tiens à préciser que je connais l'identité de chacune de ces personnes. Et que certaines de ces personnes ont préféré garder l'anonymat parce que d'abord, le collectif, c'est anonyme. Il y en a certains qui décident de sortir de l'anonymat quand besoin est. Ça évite pas mal de pression, ça évite de ne pas se retrouver, on va dire, sous une quelconque pression de non-indépendance. Je prends un exemple, si jamais je suis le salarié d'une grande entreprise et que j'ai un devoir de réserve parce que j'ai observé quelque chose, eh bien mon employeur pourrait m'attaquer ou je pourrais avoir des responsabilités. Donc ça permet d'obtenir de l'information, bien sûr, qu'on devra valider. Alors, c'est du devoir du directeur de la publication que je suis de valider ces informations et de faire au mieux suivant la déontologie. Maintenant, je comprends pourquoi certains médias que je contactais avant de vous connaître tout au début de l'épidémie,
effectivement, ne publiaient pas ce que je leur envoyais parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire descendre dans le système de notation et avoir moins de pubs, hein. Après, c'est pareil pour certains journaux, hein. Il y en a qui disent ah oui, je vais acheter un journal santé pour voir ce qui est bon. Bah, si vous l'achetez chez votre bureau de tabac, il est tenu par Big Pharma. Donc, s'il dit autre chose que ce que Big Pharma lui dit de dire, il n'aura plus de pub et il sera mort. Donc, ça marche comme ça. Et je pense que les rédactions ont quand même un peu d'indépendance vis-à-vis des actionnaires. On a souvent vu des conflits entre rédaction et actionnaires assez marqués. Mais donc, je ne peux pas parler pour les autres. En tout cas, pour nous, je peux dire une chose, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est d'être indépendant, libre penseur. Et c'est pour ça qu'on essaye de trouver des formes alternatives de financement, qu'on essaye de trouver un modèle économique dans la presse, parce que l'indépendance ne veut pas forcément dire l'indépendance de pensée, ça entraîne une indépendance économique et on veut à tout prix trouver un modèle qui nous rend totalement indépendants de l'État. Et je précise que nous n'avons jamais obtenu d'aide de l'État en tant que média aujourd'hui. Pourquoi? Que l'État a distribué 2 milliards aux médias, dont 666 millions, je répète, 666 millions à la presse écrite. Vous n'avez rien eu? Nous n'avons rien eu. Nous n'avons pas fait la demande, mais de toute manière, je ne pense pas que l'on qualifiait pour en obtenir. Mais notre objectif, mon objectif en tant qu'entrepreneur aussi, c'est de trouver un modèle économique qui permet de produire un média qui soit indépendant et en autonomie financière, c'est-à-dire qui permette de gagner de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de dire que gagner de l'argent, ça permet de garder son indépendance. Et pour produire de l'information. Et c'est pour ça qu'on essaye de trouver des modèles alternatifs au modèle de la publicité, parce que la notion de dépendance à un annonceur pourrait, ou la notion de bienséance vis-à-vis d'un annonceur peut aller à l'encontre de la notion d'indépendance. Donc, pour moi, c'est important de trouver des alternatives. C'est pour ça qu'on a construit cette notion du challenge de l'expert, qui est un moyen pour nous de vendre des dossiers d'information avec une participation à un challenge de l'expert qui est un jeu concours et qui permet à nos lecteurs, en répondant à certaines questions, de contribuer à la publication. Donc, il y a certains journaux qui vont aller chercher des dons et nous, on s'est dit on va faire quelque chose d'un peu plus ludique et de faire appel à l'expertise de nos lecteurs, puisque le principe de ce challenge de l'expert, c'est de répondre à 2 questions. C'est une des questions, vous pouvez trouver la réponse en lisant François. C'est une question, on va dire, contextuelle. Et c'est assez intéressant parce que le principe de ce qu'on essaye de faire, c'est de dire que nos lecteurs sont aussi des contributeurs et que si on est un contributeur, un contributeur, c'est-à-dire qu'on peut écrire dans le journal ou commenter ou republier un article, on peut gagner des points. Et ces points, on peut les échanger contre des participations dans le cadre de ce jeu concours. C'est une forme de rémunération du lecteur pour son temps, qui est un modèle disruptif parce qu'il n'existe pas aujourd'hui dans les médias. Donc, en répondant à une question, il accède à un bien immobilier qu'il va pouvoir évaluer. Il va donner une valorisation de ce bien, comme un expert immobilier le ferait, avec un certain nombre d'informations qu'on lui fournit, des images, un descriptif de ce bien. Et une fois qu'on a atteint suffisamment de participants à ce challenge, on va faire appel à un expert tiers, un véritable expert immobilier. On va lui donner les mêmes informations. Et notre expert, l'expert François, le gagnant, celui qui remportera ce bien immobilier, sera celui qui aura donné l'estimation la plus proche de l'expert. Voilà. Donc, encore une fois, on se rapproche de cette notion d'intelligence collective, d'expertise collective pour que les joueurs, les participants puissent à la fois lire François, ce qui est avant tout notre intérêt, et en même temps se trouver un participant à ce jeu. Ah, mais c'est génial. En plus, on a plus de chances de gagner chez vous que de gagner au loto, puisque là, donc, le challenge en cours, je le montre en image, c'est un immeuble de rendement, 1 500 € de revenus locatifs. C'est à Muret, dans les Hauts-de-Garonne, à 30 minutes de Toulouse. C'est composé d'un immeuble centre-ville de 182 mètres carrés rénové en 2018, 6 pièces, 3 chambres, 2 salles de bain, pas de parking, pas de cave. Et donc, cet immeuble rapporte 1 500 € de loyer par mois. Et donc, en dessous, vous avez une petite case 5 € participés. Là, vous avez droit à un dossier, c'est ça? Un dossier Exactement.
Et en haut, vous avez le taux de participation. Par contre, le taux de participation, il doit être à 100% pour être rapporté, pour que l'immeuble soit rapporté, c'est ça? Tout à fait, il faut qu'on atteigne 100% de participation. C'est une excellente idée, franchement, c'est une excellente Ben, idée. merci. Écoutez, on espère que ce serait une excellente idée et qu'en passant sur une chaîne comme la vôtre, on incitera certaines personnes à aller plus lire François et en même temps à venir participer au challenge de l'expert. Bah oui, franchement, moi, ça ne me dérange pas hein, d'acheter un dossier à 5 euros. Si en plus, on peut gagner un bel immeuble comme ça, c'est une idée. Comment elle vous est venue, cette idée? Parce que c'est pas. Alors, cette idée, elle est venue du concept de la mutualisation. C'est une gestation qui a depuis un moment en essayant de regarder quel modèle peut-on avoir, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les médias, comme modèle alternatif au financement d'un abonnement, au financement de la publicité. On s'est dit que ça, c'est que le divertissement, la gamification des médias était un avantage. Et étant donné qu'on travaillait sur la mutualisation de l'information, la collectivisation de l'information, eh bien, c'était une extension naturelle euh, puisqu'il y a eu une phase de notre passé récent où le financement participatif était quelque chose de très actif, peut-être un petit peu moins depuis le confinement, mais l'idée est venue de ce parallèle avec on va dire, le financement participatif et le média collaboratif. Mais une question me vient là. Pourquoi le gouvernement a donné 2 milliards aux médias? Parce que pendant ce confinement, je sais bien que par exemple, quelqu'un qui avait une société qui faisait de l'événementiel, il est à la rue, hein, il est encore, le pauvre, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Mais les médias, je pense que pendant ce confinement, on n'a jamais autant vu BFM TV, CNews égrener le nombre de morts toutes les heures. On n'a jamais autant écouté la radio, on n'a jamais autant lu la presse. Les bureaux de tabac n'étaient pas fermés, donc les gens, ils n'avaient rien à faire, ben, ils allaient acheter un journal papier, alors qu'avant, ils n'en achetaient peut-être pas. Moi, je sais que j'ai un buraliste à côté de chez moi où le mercredi, je vais acheter le Canard enchaîné. Et là, pendant le confinement, ben, il fallait y aller très tôt parce que sinon, ils étaient déjà vendus, parce que vous savez, ils ont des nombres précis en fonction de l'endroit où ça se trouve. Donc pourquoi ils ont donné autant de sous? Parce que la presse, les médias n'ont pas souffert pendant ce confinement. Alors, je pense que beaucoup d'entreprises ont souffert, les médias ont souffert, puisque déjà les recettes publicitaires ont baissé, puisqu'il y avait beaucoup de clients qui ne pouvaient pas aller dans les supermarchés acheter. Donc, et donc les Français ont épargné, ils n'ont pas pu voyager. Donc, les revenus de la part des médias, bon, on peut acheter un journal, mais ce n'est pas les revenus principaux, ça en fait partie. Mais, donc, les recettes publicitaires ont énormément chuté. Et du coup, ça a entraîné, même si les Français ont regardé beaucoup les médias, il y avait moins de recettes publicitaires. Euh, et, euh, et donc, ça a entraîné des procédures de licenciement un petit peu partout. Et les médias ont été affectés comme tout le monde, hein. Je pense que toutes les industries ont été affectées à moindre niveau. Donc effectivement, c'est bien les revenus publicitaires qui nourrissent les médias. Et donc, on dépend de NewsGuard pour avoir une bonne note, pour avoir de bonnes recettes publicitaires. Et si on n'est pas bien noté, eh ben, on n'a pas de recettes publicitaires. C'est ça qu'on essaye de trouver d'autres sources de revenus de manière à pouvoir continuer à avoir une information indépendante. Xavier, je sais que votre temps est compté, que vous avez toujours beaucoup de travail et que là, c'est l'heure limite. De toute façon, je ne voulais pas faire une émission longue comme ça. Plus elle est courte, nombreux sont les personnes qui regardent. C'est ainsi aujourd'hui, hein, c'est la rapidité. Je sais que vous nous réservez de beaux dossiers pour les semaines qui arrivent. Je recommande à tout le monde de soutenir François. Une fois qu'on a un média dit mainstream qui ose sortir des autres news et qui a raison, parce que les autres vont disparaître, ils vont être soit remplacés par des robots, soit mourir de leur belle mort. Donc bravo à vous, je pense que vous avez été un précurseur et vous nous avez fait beaucoup de bien. Et cette nouvelle idée de médias collaboratifs avec des experts, eh ben moi je trouve que c'est génial, parce que quand je pense à un dossier là, comme Gilead, bah, c'est sûr qu'il faut avoir de sacrés experts pour pouvoir analyser des bilans, par exemple. Tout à fait. Et merci beaucoup de nous avoir donné le temps d'en parler. On espère qu'on va continuer à produire cette information
et à donner la parole à tout le monde, comme on l'a écrit dans notre manifeste, c'est-à-dire qu'on s'est tourné vers le citoyen, on s'est tourné vers on est tous des citoyens avant d'être directeur de publication ou comme vous, directeur d'entreprise. Et je pense que ce qui est important, c'est que le collectif ici s'unisse et travaille de manière à sortir de cette crise le plus rapidement possible. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout pour nous. Je pense que le futur de la France, il est entre les mains des citoyens et c'est ça qui est le plus important. Eh bien, ça sera la conclusion. Merci Xavier. Et, Merci. Et comme ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.